En désobéissant aux ordres et aux interdits de la pensée unique, TVL a remporté en 2022 son pari de l'influence, mais aussi de l'audience. Aidez-nous à briser la chape de plomb, à faire partager au plus grand nombre le pluralisme des opinions, le débat, la confrontation des idées, la liberté d'expression, la liberté. TVL, la rébellion au quotidien. Chers amis de TV Liberté, nous avons la joie de recevoir à nouveau Monsieur Jean-Louis Remuyd, puisque vous le connaissez déjà. Il était venu nous parler j'ai envie de dire, du trafic des éoliennes appuyé sur des lois d'exception. Est-ce que c'est le bon résumé? Oui. Et vous venez nous parler ce matin de cette association de soutien à la tradition des saints de Provence. Ma première question, Monsieur Remuyd, vous êtes toulonnais, vous avez une très belle vieille demeure à Toulon, et vous, sur le terrain de laquelle il y a une chapelle du XVe siècle, magnifique, avec des statues que j'ai eu la joie de voir et d'admirer. Pourquoi est-ce qu'il faut une association de soutien à la tradition des saints de Provence? Voilà, le soutien à la tradition des saints de Provence trouve son origine dans deux idées, dans le fond. La première, c'est que les saints de Provence sont très méconnus, Marie-Madeleine en particulier, et il est nécessaire, avec tous les romans un peu ésotériques qui paraissent sur le sujet de Marie-Madeleine, il est important de donner à la fois la position de l'Église dans la tradition provençale, mais également combattre les docteurs, en particulier de l'université d'Aix, en Provence, qui continuent de nier, ou voire de combattre, l'idée que Lazare, Marthe et Marie-Madeleine aient pu débarquer un jour de l'année 43, ou 44, puisqu'ils ont peut-être mis un an pour faire le voyage, un jour de l'année 43 ou 44, au Sainte-Marie de la Mer. Et ça, c'est quand même tout à fait inouï, parce que vous avez beaucoup d'arguments à leur répondre, et c'est vraiment hallucinant, cette espèce de frein là. On a l'impression qu'ils freinent des 4 pieds. Alors, vous allez tout de suite nous dire que j'ai été voir cette association de soutien à la tradition, qui est quand même assez originale, parce qu'il n'y a aucune association de soutien à la tradition de Sainte-Bretagne. Les saints de Bretagne, on les vénère, on fait des pèlerinages de l'un à l'autre. Il n'y a pas de nécessité à les soutenir. Il n'y a pas de nécessité à les soutenir, c'est quand même inouï. C'est donc... alors, il faut dire que la terre bretonne, c'est une terre chrétienne, mystique. Oui, la Provence aussi. Et la Provence aussi, mais enfin, les forces, finalement, sont quand même plus... Les forces d'opposition sont plus grandes. Et donc cette association existe depuis 1986. 1986. Et alors, vous avez tout de suite, on va lever le suspense, c'est comme ça que vous m'avez passionné, quand j'ai visité votre belle chapelle, vous avez un argument tout à fait historique sur les légions romaines qui étaient à Jérusalem, qui venaient
de la Provence. Qui venait de la Provence, voilà. Qui venait de la Gaule. Il s'agit de la thèse de Jean Aulagnier, qui a publié un bulletin de la STSP, l'Association de suzerains, sur ce sujet-là, un document érudit, qui précise que sur les 4 légions romaines présentes en Palestine, au moment de la vie de Jésus-Christ, eh bien, plusieurs d'entre elles avaient recruté des légionnaires d'origine gauloise. Et il n'est donc pas idiot d'indiquer que le centurion qui était au pied de la croix au moment de la crucifixion pouvait être un de ces légionnaires d'origine gauloise qui, par la suite, par le biais de Joseph d'Arimathie et puis probablement de Lazare, a pu être en contact avec, par la suite... ces chrétiens qui devaient fuir. Des poches d'accueil potentielles en Gaule. Voilà. Et les légionnaires, naturellement, avec Pilate, étaient, je dirais, maintenaient l'ordre en Palestine. Et donc ces juifs convertis, par la suite, étaient protégés, dans le fond, par l'État romain. Bon. Je préciserai que Pilate lui-même, par la suite, est parti s'installer à Vienne, et qu'il appartenait à la famille de Tibère, qui avait ses habitudes à Lyon. C'est ça qui est très, très intéressant dans... Alors, c'est ce qu'explique aussi Jean Aulagnier. Oui. Il n'y a pas que les légionnaires retraités qui étaient installés. On leur fournissait, au bout de 20 ans d'activité dans la Légion, ils recevaient des terres dans leur pays natal, et donc en Gaule, mais des terres importantes, plusieurs centaines d'hectares probablement, on ne peut pas dire exactement, mais disons des terres qui leur permettaient de vivre et de faire vivre l'ensemble de leur famille. Voilà. Et en plus de cela, il y avait 2 pôles où les familles impériales romaines avaient des propriétés et s'étaient installées en résidence secondaire, disons. Donc il y avait à Lyon la famille de Tibère et puis à Narbonne la famille d'Auguste. Voilà. Alors, vous nous citez tous les lieux qui étaient des lieux d'installation romaine, Orange, Béziers, Fréjus, Toulon, Narbonne, Nîmes, Arles, Lyon, Apt, Carpentras, Vienne, Les Baux, Embrun, Briançon, Simiez, Vence, Castellane, Aix, Digne, Saint-Rémy, Fréjus, Antibes. Dans tous ces endroits, on a retrouvé de l'archéologie romaine. Naturellement, oui. Et c'est ça qui est inouï. Sans oublier Hyères non plus, à côté de Toulon. Hyères, bien sûr. Olbia, antique Olbia. Oui, absolument. Oui. C'est très émouvant d'ailleurs, ce lieu de... Dans cette partie de Provence, il faut comprendre que la Provence était occupée par les anciennes tribus gauloises, en particulier au bord de mer, les Ligures, qu'on a pu détailler, certains ouvrages détaillent les nombreuses tribus gauloises qu'on y trouvait, mais que la côte était occupée beaucoup par les Grecs. Ce qui fait que, pour reprendre l'activité de Marie-Madeleine et faire un détour, elle utilisait les comptoirs grecs pour évangéliser. Et, à mon avis, elle ne s'est pas intéressée aux colonies romaines, alors que ses compagnons de route l'ont fait. Donc on trouve tardivement Trophime, on trouve Rupte, on trouve tout un tas... Trophime qui a son église, Saint Trophime qui a son église à Arles. À Arles, et puis aussi l'église Saint Trophime à Bormes-les-Mimosas. Bormes-les-Mimosas, voilà. Oui, c'est ça. Voilà. Oui. Alors, donc sur cette barque, il y a Marie-Madeleine, Marthe et Lazare, son frère. Marthe, sa sœur, Lazare, Maximin, Marthe et Lazare qui sont frères et sœurs, Maximin qui est l'intendant de Lazare, l'intendant de Lazare, et qui deviendra le Saint Maximin
de la ville éponyme. Et enfin, il y a Marie-Salomé, mère de Jacques le Mineur, et Marie Jacobée, mère de Jacques le Majeur, et de Jean l'Évangéliste. C'est quand même pas rien, c'est quand même Oui, on a dans cette barque, ou ces barques, parce qu'en réalité... Bien sûr. Si on recense l'ensemble de la suite de Lazare et de Marie-Madeleine, j'ai recensé, moi, environ une soixantaine de personnages qui avaient fait partie de la suite. Tous n'ont probablement pas voyagé ensemble, naturellement. Ça se serait vu. Et ils auraient sans doute été combattus dans ce voyage entre Jérusalem, le port de Jérusalem. Ils ont fait les escales, bien sûr. Puis, voilà. Alors, la tradition dit qu'ils ont été jetés sur une barque sans rame et sans voile à partir de Palestine. Et que le vent les a poussés. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire. En réalité, les voyages en Méditerranée, pendant que la mer était entre guillemets ouverte, c'est-à-dire l'été, l'hiver elle était fermée, il y avait des réseaux de circulation, beaucoup de monde, y compris avec des bateaux très importants pour les transports de troupes et de légions, pouvant accueillir jusqu'à 1000 personnes. Donc, il y avait un trafic maritime très important, et avec des escales organisées un petit peu partout. Donc, on imagine plutôt que Lazare, riche propriétaire, puisqu'on estime qu'il possédait la moitié de Jérusalem, et qu'il possédait aussi des activités économiques, comme une parfumerie. Donc, certains pensent que les parfums, les riches parfums de Marie-Madeleine provenaient de chez son frère, et que tout cela était un peu naturel dans cette famille. Alors, donc, ils ont probablement voyagé de façon successive. Vous avez oublié de dire que dans le premier voyage, donc avec le frère, les deux sœurs, il y avait aussi... Sarah. Il y avait d'autres, Marcel, Suzanne, femme de Cana. Voilà. Sarah. Et surtout, 5 cercueils de saints innocents. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette expression ? Ce sont les véritables cercueils des saints innocents qui ont été rapportés. Vous voulez dire que ce sont des enfants ? Probablement des familles, des gens qui voyageaient. D'accord. Ah oui, c'est ça. Qui sont pas arrivés au but du voyage. Alors, il est difficile de savoir exactement comment ils ont été répartis. Ils existent toujours, les 5 cercueils. Je crois qu'il y en a 2 ou 3 au Sainte-Marie de la Mer, toujours, et toujours 2 ou 3. Alors, je ne sais pas si c'est 2 ou 3. Et à Saint-Maximin. C'est toujours à Saint-Maximin. Voilà. Et alors, Sarah est cette sainte qui a été prise comme... c'est la gouvernante de Marie-Salomé, et les Gitans la considèrent comme leur reine. C'est ça. Voilà. D'où ce pèlerinage très important. Voilà. À Sainte-Marie de la Mer. Donc plusieurs voyages, et concernant Sainte-Anne, parce que dans le fond, les Français ignorent que la grand-mère de Jésus, la maman de la Sainte Vierge, Sainte-Anne, ses reliques se trouvent à Apt, toujours en Provence, dans le Lubéro, donc pas très loin d'Aix-en-Provence, et que ces reliques ont été distribuées partout dans le monde, y compris au Canada. Donc les reliques bretonnes à Auray, enfin à Sainte-Anne d'Auray, viennent elles sont, il est certain qu'elles sont enregistrées comme venant d'Apt. Et on trouve des reliques au Canada, au Brésil, et naturellement en Italie, en Espagne, dans le monde entier. J'ai d'ailleurs fait une mise à jour récemment de la tradition de Sainte-Anne en Provence. Alors, en revanche, il nous manque la tête. Donc, il reste à Apt le buste. Les membres, elle a été démembrée, les membres sont partis partout, ont été distribués.
Et dans le buste, il manque la tête. La tête, les morceaux de crâne se trouvent tous en Allemagne. Ce qui me fait dire que probablement, pourquoi l'Allemagne ? Probablement parce que, et de façon très ancienne en Allemagne. Alors je me dis, comme la mère de Constantin, Hélène, collectionnait les reliques de Palestine, les reliques chrétiennes de Palestine. Ils sont arrivés par le nord. Alors, on peut imaginer que la tombe de Sainte-Anne a été donc visitée, et que les reliques de la tête ont été vendues à Sainte-Hélène et emmenées à Aix-la-Chapelle. Voilà. Et donc, autour d'Aix-la-Chapelle, en Allemagne, on trouve des morceaux de crâne, des fractions de crâne, dans de nombreuses basiliques. Je peux dire aux téléspectateurs nouveaux qui sont arrivés sur la chaîne que j'ai moi-même fait une étude de Sainte-Anne à la demande de la grande historienne Régine Pernoud, et c'est publié chez Artege, et je me suis fondée sur des études d'un prêtre un dominicain qui venait de Sainte-Anne de Beaupré et qui a consacré 10 ans de sa vie à suivre les traces du culte donné à Sainte-Anne depuis Jérusalem jusqu'en Europe, le nord de l'Europe et puis le sud. Donc c'est assez fascinant, et on aurait encore plus de restes de Sainte-Anne, et notamment de prières à Sainte-Anne, de statues de Sainte-Anne, si les protestants n'étaient pas passés par là en éliminant et en saccageant beaucoup de lieux de culte catholiques. Voilà. Mais ce qu'il faut dire, c'est pourquoi est-ce que les restes de Sainte-Anne sont arrivés à Apt, c'est par l'intermédiaire de Saint-Hospice, qui était évêque de Marseille, qui a vu pas les Vandales, mais enfin on va dire les barbares. Oui. Les barbares, à ce moment-là, c'était... Oui, alors je peux vous préciser, vous me donnez l'occasion de voir comment la tradition de Provence s'appuie sur ce qu'on va appeler les preuves historiques. Oui. Alors, il y a d'abord... Ça, c'est un caillou pour l'université de Dax. Oui, c'est un caillou. D'abord, il y a la difficulté de la vie des chrétiens à l'origine, puisque dans le fond, la protection des chrétiens n'est venue qu'après l'édit de Constantin, après son arrivée sur le trône de l'Empire en 313. Donc, cette protection des chrétiens n'aura duré, je lis mon texte, environ 150 ans, après quoi la Provence aura été envahie par tous les Germains, donc les Visigoths à partir de 476, les Ostrogoths à partir de 508, les Francs à partir de 536, les Lombards à partir de 572, puis ensuite les Bourguignons, jusqu'à l'anarchie qui s'est instaurée en Provence à partir de 670. Voilà. Et puis, après l'anarchie... Puis la nouvelle vague d'envahisseurs. Et la nouvelle vague d'envahisseurs, les Sarrasins, à partir de 730, et qui aura duré plus de 200 ans, puisque le départ des derniers Sarrasins, c'est un peu avant 1000, vers 970. Entre-temps... Avec des massacres de couvents. On peut dire donc qu'après la chute de l'Empire romain en 476, on peut dire qu'à partir de là, la Provence aura subi les dégradations de tous les envahisseurs jusqu'à l'an 1000. Il n'est donc pas étonnant que l'université d'Aix ait beau dire qu'on n'a pas de reste. En réalité, on en a quand même, puisqu'on a retrouvé dans les assises de la basilique de Saint-Maximin des traces de construction romaine, probablement un oratoire qui date du 1er ou 2e siècle. On a retrouvé la grotte de Lazare dans l'abbaye de Sainte-Victor. Alors on dit la grotte parce que les restes de Lazare se trouvent à Autun. Ils ont été transportés à Autun. Marie-Madeleine n'a pas été transportée à Autun non plus, ni à Cluny, en raison du fait... Alors là, c'est un petit peu...
c'est véridique parce que c'est historique, mais c'est en même temps romanesque. Les chrétiens du IVe et Ve siècle, devant les risques d'invasion barbare, avaient transféré les restes de Marie-Madeleine dans le tombeau de Sidoine. Et le tombeau de Sidoine dans les restes de Marie-Madeleine, ce qui fait que probablement les restes supposés de Marie-Madeleine qui se trouvent donc en Bourgogne sont probablement en réalité ceux de Sidoine. Et ceux de Marie-Madeleine ont été retrouvés, donc il faut le rappeler, à la redécouverte en 1279 à Saint-Maximin, donc du tombeau de Sidoine, dans lequel on va retrouver un parchemin qui indique qu'il s'agit bien des restes de Marie-Madeleine, en particulier de sa tête. Alors il faut rappeler que le CNRS a analysé les quelques fractions du crâne de Marie-Madeleine et a pu récemment, ça date il y a de mémoire 4-5 ans, avec un bel article dans le Figaro, qui indique que... Alors, ils ne peuvent pas dire qu'il s'agit de Marie-Madeleine, puisque ce sont des restes osseux, mais ils sont certains qu'il s'agit d'un corps datant du 1er siècle, qu'avec l'ADN, les fractions d'ADN, avec le fameux nolimétangéré, le morceau de chair qui reste encore, de peau plus exactement, qui reste encore attaché au crâne, on a pu analyser qu'il s'agissait d'une personnalité sémite âgée de plus de 50 ans. Et d'une femme ? Et d'une femme, naturellement. Voilà. Donc ça confirme aussi tardivement, l'archéologie avec les moyens modernes confirme très largement la tradition, mais il est vrai qu'avec toutes les destructions en Provence, les restes sont très faibles, naturellement. Voilà. Alors, il reste la coutume. Et alors, vous avez une très jolie présentation de ce que je ignorais, parce que moi, je ne suis pas de tradition provençale, mais il y a des souvenirs quotidien de la dite barque qui a amené ces saintes femmes, la navette marseillaise, ce petit gâteau en forme de périssoire, le calisson d'Aix. J'avais jamais pensé que le calisson, c'était la Madeleine, bien sûr, et le gibassier d'Arles. Alors, qu'est-ce que c'est que le gibassier ? C'est un pain. C'est un pain, oui. Oui, c'est un pain. C'est un pain. Et il y a aussi le pain, la fameuse le pain, la navette, qui est aussi un pain. Hein. Donc on pouvait, maintenant on ne les trouve plus, ou peut-être dans des boulangeries traditionnelles à Marseille, mais moi je me souviens que petit, on achetait des navettes et des fougasses. Alors la fougasse, bon, n'a pas de rapport avec Marie-Madeleine naturellement, mais la navette, oui, c'est un pain en forme un peu de barque allongée. Voilà. Alors, ce qui est très intéressant dans la présentation que vous m'avez envoyée aussi, c'est l'historique de l'envoi des apôtres. À certains, vous me dites, ce sont les disciples de Saint Paul qui ont évangélisé la Gaule, Crescent à Vienne, Saint Pierre qui a envoyé Trophime en Provence, à Arles. Et 150 ans après Jésus-Christ, Saint Pothin qui arrive à Lyon avec Saint Polycarpe. Ça, c'est tout à fait étonnant. Et alors, vous citez un extrait des Bucoliques de Virgile, le 4e églogue. Alors ça, c'est absolument inouï. Je vous le lis. « Voici les derniers temps pour la Sibylle de Cumes. La longue série des siècles recommence. Voici venir la Vierge et le règne de Saturne. Voici descendu du ciel une race nouvelle, un enfant nouveau-né sous le règne de l'empereur Auguste, éliminera la génération de fer et suscitera partout dans le monde une génération d'or. » C'est tout à fait étonnant, cette citation de Virgile que je ne connaissais pas. Oui, alors elle est relativement, on y fait relativement souvent référence, mais oui,
on mettra ça un petit peu dans l'Apocalypse de Saint Jean aussi, ça fait partie de ces prédictions difficiles que l'Église confirme, dans le fond. J'ajouterais que donc ils sont tous venus évangéliser la Provence en premier, et les contradicteurs continuent de dire que les premiers évêques du sud de la France, enfin et du nord a fortiori, ne sont pas antérieurs à 250. C'est ça, oui. Sont postérieurs aux affaires de Dès, qui ont, disons, parcouru la Gaule pendant longtemps. Là, il y a dans la tradition historique, enfin dans les thèses historiques, là, je voudrais faire un petit point là-dessus. Vous avez 3 discours historiques sur les Saints de Provence en particulier, mais sur l'Église en général. Vous avez les écritures qui concernent l'Église officielle, à commencer par l'histoire de l'Église de l'abbé Fleury, 40 volumes in quarto, ça fait beaucoup. Ça, c'est l'histoire orthodoxe de l'Église. Vous avez de Longueval l'histoire de l'Église gallicane. Alors, l'Église gallicane, l'idée, c'est que l'Église était dirigée par des évêques qui n'étaient pas nommés par le Vatican. Les évêques étaient élus. D'ailleurs, au début, ils ont toujours été élus, au moins jusqu'au 5e siècle. Et cette Église gallicane précise... C'était une bonne tradition, je trouve. On pourrait peut-être revenir à... oui, enfin là, c'est une question qu'on ne va pas, disons, mettre sur le terrain politique. C'est un aparté, monsieur. Un petit aparté. Et l'Église gallicane progresse dans l'antériorité de la christianisation en expliquant, par exemple, qu'à Lyon, effectivement, l'évêque de Lyon, au moment des persécutions de Dès, et l'évêché existait déjà, et en particulier avec Saint-Potin. Et puis, vous avez l'histoire traditionnelle, dite de la tradition, qui indique que s'il y avait un évêque à Lyon dans les années 170, on se doute bien que si les chrétiens ont débarqué en Provence, parce qu'ils ont effectivement débarqué, on se doute bien qu'il y avait des évêques avant Lyon, dans la Provence du Sud. Bien sûr. Voilà. Et on sait bien que Lyon a été habité très, très, très tôt. Et on a retrouvé dans le Rhône des restes de marbre extraordinaires, prouvant la présence de beaucoup de gens là. Vous écrivez que l'abbé Jean de Launay était un adversaire déjà de la tradition provençale. Oui. Il a vécu quand, cet homme-là ? À peu près au même moment que l'abbé Fleury. C'est ça. Ouais. Et donc, comment se fait-il que donc la contestation a toujours eu lieu ? La contestation a toujours eu lieu. Comment se fait-il qu'un abbé s'attache à parce que l'Église voulait s'asseoir sur des certitudes. Ouais. C'est pour ça que elle a voulu ne pas dire des choses qui n'étaient pas certaines et s'appuyer plutôt sur des certitudes. Mais ça a dégénéré dans des batailles après. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on voit que la science vient au secours, en quelque sorte, de la vérité. Et comme dans l'extraordinaire histoire du linceul de Turin, qui, dans un premier temps, est rejeté et qui, finalement... On a cette même route progressive qui conduit vers, disons, des doutes sur les contestations concernant ces différents objets de culte. Alors, pour terminer, monsieur. Oui, pour terminer, je voudrais préciser que la proposition que vous m'avez faite de venir venait aussi du fait que l'événementiel Marie-Madeleine se révèle à nouveau. Oui. C'est-à-dire qu'on a plein de choses nouvelles, dont certaines
qui sont étonnantes. C'est le développement, la création du chemin de Marie-Madeleine avec le financement de la région PACA. Ouais. Le chemin de Marie-Madeleine, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de chemin bis de Compostelle, qui d'ailleurs peut être utilisé comme chemin secondaire, entre les Saintes-Marie-Madeleine de la Mer et la Sainte-Baume. Oui. Il a été créé qui est cette devenu année. un pèlerinage d'ailleurs. Qui se transforme en pèlerinage. Oui. Il a été créé cette année dans un premier tronçon qui va des Saintes-Maries de la Mer à Marseille et qui sera inauguré dans un second tronçon de Marseille à la Sainte-Baume au mois de mai prochain. En même temps, depuis quelques années, nous avons les voiles de Marie-Madeleine, qui est un transport en voilier à usage de présentation de l'Évangile dans les différents ports entre Toulon et Marseille. Ouais. Ah oui, des bateaux. Ce sont des bateaux. C'est un groupe de entre 5 et 10 bateaux, suivant ce qu'on peut réunir, des bateaux à voile, avec des équipages qui sont choisis comme invités. Le skipper étant, lui, un spécialiste de la question, et qui s'arrête en 4 ou 5 étapes. Et qui évangélise. Dans les différents, et qui évangélise. En débarquant dans les ports, le port de Cassis, le port de La Ciotat, etc., jusqu'à Marseille, comme ça. Et puis, s'il se termine par une procession jusqu'à la basilique. Voilà. Ça, c'est extraordinaire. Il y a aussi le pèlerinage de la Sainte-Baume qui a été relancé par la STSP depuis de nombreuses années maintenant. Donc, la société de soutien au sein de Provence. Voilà, avec le site internet www.saint au pluriel de Provence sans tiret. C'est très facile à trouver. www.sainteprovence.com. Et dans l'autre événement qu'on peut considérer comme important, c'est la requalification de la fête de Marie-Madeleine le 22 juillet par le pape François, il y a quelques années, il y a 3-4 ans. Très très bien. Très, très bien. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Louis Rémouit. On peut aussi dire qu'il y a eu cet essai de restituer le visage de Marie-Madeleine. Oui. J'ai assisté à une conférence de l'abbé Morin sur ce sujet. C'était très émouvant. Qui est paru dans ce fameux numéro du Figaro dont je vous ai parlé. C'est ça. Merci beaucoup, Jean-Louis Rémouit, de ce très beau travail que vous nous avez présenté et cette réponse donc, à l'université sans doute laïque d'Aix-Provence. Merci beaucoup, monsieur. Et dès que vous avez d'autres trouvailles extraordinaires, vous venez nous les présenter. Nous vous en remercierons toujours. Avec plaisir. Merci. Chers amis de TV Liberté, à très vite.